C'est une soirée qui est organisée par l'association des experts agréés des intervenants auprès des CHSCT, ce qui donne l'ADEADIC, avec un nom comme ça, c'est vraiment la preuve qu'on est des gens sérieux et professionnels. On a profité d'une petite accalmie entre le mardi 12 septembre et le jeudi 21 pour organiser cette réunion. Alors peut-être juste deux mots sur pourquoi cette réunion. Bon, la première raison, c'est parce que on va bientôt devenir chômeurs si la loi passe et qu'on essaye un peu de défendre notre emploi à nous, mais aussi parce que de notre expérience professionnelle, de nos investissements, on est persuadé que le CHSCT, c'est un outil essentiel pour les salariés. Évidemment, malgré toutes les limites que peut avoir le CHSCT aujourd'hui, ça reste un outil utile et parfois même efficace. Donc a priori, la loi, le CHSCT devrait disparaître si jamais la loi travail version XXL, les ordonnances Macron passent. Alors que, tout de même, ça sera, si on regarde bien, ça sera la 4e loi qui va réformer le droit du travail en 5 ans. Et du coup, il y avait aussi l'idée, au-delà de simple cas du CHSCT, de revenir un petit peu dans cette soirée et d'inviter des différents acteurs de la chaîne de prévention, dont chacun des maillons a été attaqué au cours des 3 dernières lois et de la 4e qui est en préparation. Donc des élus CHSCT évidemment, des médecins, des inspecteurs du travail vont succéder ce soir. On va faire un exercice difficile pour les bavards puisqu'on propose de donner à chacun 7 à 8 minutes, ce qui risque d'être un défi pour développer, donner son point de vue afin que tout le monde puisse s'exprimer et puis à la fin on donnera, s'il y a des demandes, quelques paroles dans la salle. Peut-être qu'on va commencer avec Annabelle Chessagneux qui fait partie de l'association des experts, etc. Un petit peu pour dire quelques mots là-dessus et puis on poursuivra avec Stéphane qui est élu CHSCT. Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Oui, peut-être pour commencer, quelques mots sur notre association qui existe depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans et qui a été créée avec pour ambition de contribuer notamment au débat sur les questions de santé au travail. Effectivement, Pierre le rappelait, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de partager publiquement notre positionnement, d'abord sur la loi LSE, puis au moment de la loi Rebsamen et puis plus récemment sur la loi El Khomri. Et à la veille de la promulgation des ordonnances Macron, il nous paraissait important de faire connaître nos inquiétudes quant aux régressions sociales qui se préparent, et puis aussi de réunir des acteurs qui sont investis quotidiennement dans la préservation de la santé au travail et l'amélioration des conditions de travail, pour pouvoir réaffirmer l'importance d'une instance dédiée spécifiquement à ces questions. Les ordonnances Macron, elles s'inscrivent dans la lignée de la loi El Khomri, en marquant un pas supplémentaire dans la remise en cause du droit du travail. Elles sont bien sûr présentées par le gouvernement comme un moyen de lutter contre le chômage ou de favoriser ou renforcer le dialogue social, mais qui sera libre. Je vous propose de voir d'un petit peu plus près certaines des modifications que ce projet entend réellement renforcer. D'abord, ces ordonnances, elles renforcent à nouveau l'inversion de la hiérarchie des normes. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail dans la suite de la soirée. Et loin de favoriser un dialogue au plus près du terrain comme on voudrait nous faire croire, ce choix nie au contraire la conflictualité inhérente au monde du travail et le rapport de force déséquilibré qui existe entre un employeur et un salarié, des équilibres qui se jouent très concrètement et quotidiennement sur le terrain. Toutes les mesures relatives aux instances représentatives du personnel développées dans les ordonnances sont imprégnées de ce déni. La création du comité social de l'entreprise, donc le CSE, devrait mécaniquement se traduire par moins de représentants du personnel et moins d'heures de délégation, et dans le même temps, beaucoup plus de sujets à traiter et à maîtriser au sein d'une seule instance. On imposerait donc ici aux syndicalistes une sorte de cumul des mandats que tout le monde s'accorde par ailleurs à dénoncer dans le monde politique. Les ordonnances restent floues sur un certain nombre d'aspects relatifs au fonctionnement du CSE. Beaucoup d'entre eux sont renvoyés à des décrets ou à la négociation d'entreprise, donc sans qu'elles puissent faire l'objet de débats au niveau national. Concernant les CHSCT, alors qu'ils existent dans les entreprises de plus de 50 salariés, et ceci
plus de 30 ans, que ces instances ont permis aux organisations syndicales de s'approprier les questions de santé au travail, mais aussi de contribuer à développer la jurisprudence dans ce domaine et puis d'alerter l'opinion publique sur certaines maladies professionnelles. La future commission santé, sécurité et conditions de travail, quant à elle, ne sera créée que dans les entreprises de plus de 300 salariés. Ces commissions seront donc beaucoup moins nombreuses que ne le sont les actuelles CHSCT et par conséquent plus éloignées du travail réel et des salariés. Or, la montée en puissance des CHSCT, elle est notamment liée à la proximité que l'instance a pu construire avec le terrain en rendant visibles les conditions de travail que nombre de directions d'entreprises préfèrent ignorer. Concrètement, les représentants du personnel de cette future commission ne pourront plus avoir le même degré de connaissance des conditions de travail des salariés et des risques auxquels ils sont exposés. Mais ce n'est pas tout. La mission de la commission santé-sécurité est désormais réduite par rapport à celle de l'actuelle CHSCT. Il n'est plus question de veiller au respect par l'employeur de ses obligations légales, ni d'analyser les conditions de travail et les facteurs de pénibilité, ni même de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. En fusionnant les instances représentatives du personnel, donc DP, CE et CHSCT, il est mis fin à la spécialisation des représentants du personnel. Or, la création du CHSCT avait aussi pour ambition de dissocier les questions d'ordre économique de celles de la santé au travail, justement pour ne pas que des critères d'ordre économique puissent interférer sur des questions qui concernent l'humain. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans un contexte qui est marqué par un taux de chômage élevé, il y a fort à parier que la pression sur l'emploi contribuera à mettre en second plan les débats sur l'amélioration des conditions de travail. D'autres mesures contribuent à affaiblir encore le pouvoir d'agir de ces commissions. La commission n'aura plus de personnalité juridique propre, comme c'est le cas des CHSCT qui peuvent rester en justice. Désormais, le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lorsqu'on met en place une procédure de danger grave et imminent, sera décompté des heures de délégation. Mais encore, les heures passées en réunion seront plafonnées par décret ou accord d'entreprise, comme si, par principe, les échanges autour de la santé au travail pouvaient être considérés comme superflus. La présence de l'employeur pourra être renforcée dans la commission, puisqu'il pourra inviter désormais des personnes de l'entreprise de son choix, sans avoir besoin de l'accord des représentants du personnel, et le nombre d'invités de l'employeur pourra être équivalent à la délégation du personnel. Enfin, les membres suppléants ne pourront plus assister aux réunions de la commission lorsque les titulaires seront présents. Alors, ces aspects qui peuvent peut-être paraître anecdotiques vus de loin auront des conséquences très importantes sur la circulation de la parole au sein de cette commission, mais aussi sur les moyens dont vont disposer les représentants du personnel demain. Et là encore, c'est clairement l'employeur qui gagne du terrain. À cela s'ajoute le fait que le budget de fonctionnement du futur CSE sera lui aussi amputé. D'une part parce que ce budget devra prendre en charge les missions de la commission santé-sécurité, et puis d'autre part parce qu'il va être mis à contribution dans le cadre des expertises sur les conditions de travail en cas de projet important, à hauteur de 20%. En réalité, ça signifie que dans la plupart des entreprises, les CSE, faute de moyens suffisants, ne pourront plus avoir recours à un expert dans ce cas de figure. Et en fait, c'est ici le droit à l'expertise qui est clairement limité, alors que c'est un outil qui vise justement à réduire l'asymétrie d'information entre employeurs et salariés. Et rappelons d'ailleurs à ce sujet que l'employeur, lui, a la possibilité d'avoir recours à tous les consultants qu'il juge utiles. Enfin, le CSE pourra désormais reverser une partie de son budget de fonctionnement aux œuvres culturelles et sociales de l'entreprise. Ici, on place clairement sous pression les représentants du personnel qui devront arbitrer entre une expertise sur une réorganisation et des dépenses sociales ou culturelles. Voilà. Maintenant, pour terminer, en ce qui concerne les experts CHSCT, ils ne seront plus agréés par la puissance publique, mais ils seront habilités. Alors, qu'est-ce que recouvre ce terme? Pour le moment, rien n'est très clair, mais on peut d'ores et déjà imaginer que cette habilitation sera beaucoup plus souple que ne l'est la procédure d'agrément actuelle, qui garantit quand même les compétences et la méthodologie que peut mettre en place un cabinet, et puis assure également une fonction de surveillance et de contrôle. Mais quel garde-fou existera-t-il demain pour se prémunir d'intervenants dont les méthodes et les analyses penchent vers des logiques centrées sur la prise en charge des individus au détriment de l'analyse de l'activité et de l'organisation du travail? Là aussi, on craint que ces évolutions participent à limiter la responsabilité de l'employeur en matière de santé au travail.
En quoi toutes ces mesures qui affaiblissent la place des représentants des salariés vont-elles contribuer à